Cette visioconférence rentre dans le cadre d'un triptyque de 3 visioconférences sur la thématique de la Maison bruxelloise de l'autisme. Nous sommes tous curieux, nous sommes tous en attente et plein de questions. Et pour pouvoir répondre à ces questions, ce premier volet, nous avons souhaité inviter les, entre guillemets, personnes qui sont pour l'instant le plus au courant de ce projet, c'est-à-dire Rebecca Verloo du cabinet de notre ministre Rudy Verloo, ministre de l'Handicap et de la région bruxelloise. Merci Rebecca d'avoir accepté cette invitation. Et aussi le professeur Michael Kissin, qui je pense que tout le monde connaît, mais qu'on précise, qui est le co-directeur de ActuLB, groupe de recherche, mais aussi professeur à l'ULB de linguistique. Bon, déjà, à l'avance, je tiens à m'excuser pour toutes les erreurs que je pourrais faire. Je tiens aussi à vous signaler On va surveiller. cette visioconférence qui a la thématique La maison de l'autisme bruxelloise, qui, quand, quoi, où et comment. Donc, pour co-animer cette visioconférence, j'ai demandé à 2 collaborateurs et une collaboratrice bénévole de Autisme en Action d'y participer. Kirill Dussos, qui est présent et qui de temps en temps fera un résumé ou un rappel à l'ordre. Merci Kirill d'être là. Stéphanie Vincart, qui est notre support logistique. Jean-Sébastien, qui va co-animer avec moi cette visioconférence. Donc, il y a des parents, il y a des professionnels, il y a des personnes autistes, il y a parfois les 3 casquettes. Donc, vous aurez sans doute des questions à poser, mais d'abord, on va, si vous voulez bien, donner la parole à Rebecca Verloo et ensuite au professeur Michael Kissin qui vont d'abord présenter comment ça a été créé, où ça en est. On va leur laisser le temps de s'exprimer, s'il vous plaît, de ne pas intervenir pendant qu'ils s'expriment et à la fin de poser vos questions. D'accord? Est-ce que quelqu'un a une question à me poser pour le déroulement de cette visioconférence? Tout est OK? Le pouce en Attends, haut? je vais. Alors, bonjour, moi c'est Kjell Dussauve. Alors, je vais préciser que dans le chat, on va envoyer des documents PDF, des images, etc., pour notamment présenter les intervenants qui vont arriver, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder le chat pour accéder à ces fichiers. Voilà, merci. Ok. Jean-Sébastien, avant qu'on commence, tu pourrais juste un peu te présenter pour. Je ne crois pas que tout le monde te connaisse encore. Non, en effet. Bonjour, j'ai débarqué dans le monde de l'autisme il y a vraiment pas longtemps, officiellement depuis le 29 du 5 de cette année, après donc, le diagnostic. Par contre, je suis présent dans le monde du handicap depuis plus de 10 ans, plus précisément la déficience intellectuelle. J'ai participé à plusieurs, j'étais dans plusieurs associations, j'ai participé à plusieurs initiatives dans le domaine, tant comme ancien professionnel qu'en tant qu'étudiant, entre autres étudiants. Voilà. Et donc, j'espère pouvoir amener quelque chose à la réflexion ici présente. Ok. Rebecca, s'il vous plaît, merci d'avoir accepté cette invitation. Comme je l'ai déjà dit, pouvez-vous un peu expliquer aux uns et aux autres comment a débuté, a créé et comment ça va se passer? Ok. Ben voilà, bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, je m'appelle Rebecca Overloop, donc je suis conseillère au cabinet de Rudy Vervoort, qui est donc le ministre en charge du handicap en COCOF et qui est ministre-président en région bruxelloise. Donc, je vous remercie pour cette invitation et puis surtout, ça va me permettre et permettre à Michael Kissin qui est là ce soir de vous expliquer un petit peu de vive voix, en tout cas pour ma part pour la première fois, un petit peu le cheminement de ce projet. Donc, il faut savoir avant toute chose que la Maison bruxelloise de l'autisme, elle est inscrite dans la déclaration de politique générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce projet de maison bruxelloise de l'autisme représente une priorité pour le gouvernement pour cette législature. Donc, je rappelle, la législature, c'est 2019-2024. Alors,
certains me diront, ben, on est déjà en 2021, fin 2021, on en parle depuis un petit temps. Effectivement, on est en 2021. Le problème qui nous a un peu occupés, c'est malheureusement, vous le savez tous, c'est cette pandémie qui s'est abattue sur nous et qui a mobilisé toutes les forces vives. Donc, ça ne nous a pas empêchés d'avancer, de travailler, etc. Mais c'est la raison pour laquelle nous n'en sommes que là, j'ai envie de dire, parce qu'on aimerait bien, comme vous, que on soit déjà bien plus loin, mais on est déjà avancé dans le projet aussi. Et vous verrez, moi, je vais vous l'expliquer, Monsieur Kissine aussi, on avance à petits pas, mais on avance à pas certains. Donc, la création d'une maison bruxelloise de l'autisme, c'est aussi le fruit d'une réflexion qui est liée, entre autres, à toute une série de retours que nous avons eus du secteur, donc le secteur au sens large du terme, c'est-à-dire les associations, des parents que nous avons rencontrés, mais aussi le monde médical. Donc, toute une série d'acteurs, on va dire, qui, à un moment donné, se sont retrouvés face à des difficultés qui sont différentes en fonction de la position dans laquelle ils se trouvent, j'ai envie de dire, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont parents d'autistes, est-ce qu'ils sont autistes eux-mêmes, est-ce qu'ils sont représentants d'associations ou du monde médical, etc. Donc, au terme de toutes ces rencontres, on a eu des retours fort différents et donc, il est apparu vite évident qu'il nous fallait à tout prix une étude de faisabilité, qu'on ne pouvait pas se lancer comme ça dans un scénario qu'on avait imaginé, parce que ce scénario, quand il a été testé un peu à gauche à droite, certains nous disaient « Ah non, c'est pas du tout ce qu'on attend, ah ben nous, on n'a pas besoin de ça. Les locaux, certains disaient « On en a, d'autres pas. » Enfin, je rentre pas dans le détail. Très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas assez de retours, ou en tout cas que ces retours n'étaient pas les mêmes, les besoins n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Et donc, eh bien, on s'est dit qu'il fallait qu'on entame une étude de faisabilité qui nous permettrait de manière objective d'avoir des retours de chacun qui soient beaucoup plus objectifs, voilà, comme je viens de le dire. Donc, une étude de faisabilité, ça ne se fait pas comme ça. Le gouvernement, il est tenu par des règles bien spécifiques et donc, on a dû lancer un marché. Donc, pour lancer un marché, on fait un appel d'offres. Ce qu'on a fait, on a fait un appel d'offres et nous avons eu une offre du centre de recherche ACT. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à rencontrer le centre de recherche et surtout à décider de travailler avec eux à ce projet. Voilà, je pense que ça, en gros, c'est le cheminement qui nous amène à l'étude de faisabilité. Je réfléchis, est-ce que j'ai tout de suite d'autres choses à vous donner comme information, si ce n'est de peut-être passer très rapidement la parole à Monsieur Kissine, puisque donc moi, je représente un peu le commanditaire de l'étude et le centre de recherche ACT sont donc les personnes qui ont été choisies, désignées par le gouvernement pour faire cette étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, moi, je ne vais pas vous en parler en tant que telle, mais la demande dans le cahier des charges, puisque c'est comme ça que ça fonctionne quand on fait un appel d'offres, on a une série de demandes. Elles s'articulaient sur 3 grands volets, disons, c'est-à-dire un volet d'exploration, d'un petit peu savoir ce qui se passe, ce qui se fait en termes de maisons de l'autisme ailleurs, à l'étranger, en Belgique, etc. Le deuxième volet, c'était un volet de consultation, puisque pour le politique, il faut savoir que la priorité, c'était d'entendre un maximum d'acteurs. Et le troisième volet est un diagnostic, ou plutôt une proposition de scénario de cette maison de l'autisme. Voilà. Mais moi, je ne vais pas vous parler plus en détail de la mission, puisque c'est M. Kissine qui a eu la gentillesse d'être présent ce soir, qui vous en donnera plus de détails. Donc ça, c'est en gros le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement.
Il faut savoir que l'étude de faisabilité, elle est prévue sur un laps de temps j'ai plus en tête, 5 mois, je pense. Donc, ça veut dire que nous attendons d'ici le début de l'année prochaine, donc de début 2022, les résultats de cette étude. Alors, je voudrais juste dire aussi que les résultats de cette étude, évidemment, le- l'objectif principal est de savoir, est d'avoir un scénario idéal de maison de l'autisme. Ça, c'est l'objectif premier. Mais il faut savoir aussi que toutes les conclusions qui ressortiront de cette étude nous mèneront très certainement vers d'autres projets et ouvriront d'autres portes, mettront en avant toute une série d'autres revendications importantes. Et c'est pas parce que l'objectif premier est la maison de l'autisme qu'on fermera les portes à tout le reste. Voilà, je pense que moi, j'ai dit un petit peu tout ce que je voulais dire, en tout cas en ce début de séance. Et je propose donc, Flora, si vous le permettez, de passer la parole à Monsieur Kissine pour le contenu. Oui, merci. On reviendra vers vous si les uns les autres ont des questions. Moi, j'en aurai une. Je suppose que d'autres personnes auront des questions, mais on va d'abord donner la parole à Monsieur Kissine. Monsieur Kissine, bonsoir, merci. Bonsoir. Donc, merci à toutes et à tous et toutes de nous accueillir. Donc, je vais compléter ce qu'a dit Rebecca. Donc, en effet, une première chose que j'aimerais dire, et c'est peut-être très, très important d'entrée de jeu, c'est que Rebecca a mentionné différents acteurs qui sont concernés par les maisons de l'autisme. Et dans ces différents acteurs, elle n'a pas mentionné la recherche. Et c'est une bonne chose parce que nous sommes un centre de recherche. Notre seule mission, certains d'entre vous ne connaissent parce que vous avez peut-être participé dans des études ou fait des activités avec nous, mais notre mission, c'est vraiment la recherche. Et donc, quelle que soit la forme que va prendre cette maison de l'autisme, nous, on ne va pas participer à sa gestion, on ne va pas avoir d'activité dedans. Et ça, c'est très important. On n'a aucun autre but à part réaliser cette étude de faisabilité. Donc ça, c'est une première chose. Donc en effet, on avait été contacté d'abord informellement par le service phare qui nous a demandé qu'est-ce qu'on pensait de la maison de l'autisme. Et quand on m'avait contacté, j'ai dit, s'il faut faire une maison de l'autisme, il faut savoir exactement quels sont les scénarios différents en fonction des attentes de chacun, en sachant qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Et en effet, après, on a reçu cet appel à projet qu'on a soumis. Et là, je dois préciser une chose. Donc, la façon dont ces appels fonctionnent, c'est qu'il y a un calendrier. Donc, nous, notre proposition, la proposition d'étude qu'on a faite, elle est calquée sur le calendrier qu'il y avait dans le marché. Donc, on n'a aucune liberté de ce point de vue-là. Et c'est la procédure normale. Hein. Donc, c'est tout à fait logique que les commanditaires aient fixé un calendrier. C'est vraiment une très, très bonne chose. Mais donc, c'est pour ça que nous avançons dans des délais qu'on a prédéfinis. Donc, dans ces délais, on a en effet prévu 3 phases. Donc, c'était également le souhait de la COCOF, de la région bruxelloise, des commanditaires, que cette étude soit divisée en 3 phases. Et on a proposé de structurer ces 3 phases d'une façon que je vais expliquer vraiment dans un court instant. Quand on a soumis, et ça c'est aussi un point qui est important, quand on a soumis cette offre, on ne savait pas quand l'étude allait commencer, pour des raisons qui sont aussi de gouvernance et de politique, je pense d'administration, et ça peut-être Rebecca peut vous expliquer si jamais des questions là-dessus, mais on n'avait pas de date prévue de début. La seule date qui était fixée, c'était que le marché devait commencer le jour où on nous disait qu'il nous était confié, sans plus de détails. Alors, il se fait que ce jour-là, c'était le 7 juillet. Donc, en fait, l'étude était censée commencer le 7 juillet. Et maintenant, j'en viens aux 3 phases. Donc, la première phase d'exploration,
consistait à déblayer le terrain. Donc l'idée, c'était de déblayer le terrain de 3 manières. Premièrement, en effet, de recenser et de faire une typologie des structures existantes qui ressemblent plus ou moins à quelque chose que pourrait être la maison de l'autisme. Alors, on ne peut pas être exhaustif, mais de prendre des exemples les plus intéressants, de faire une revue de la littérature scientifique pour s'inspirer. En fait, il y a des études qui ont été menées ailleurs, en Belgique et ailleurs, sur les besoins, les attentes des différents acteurs du monde de l'autisme. Et puis, finalement, de faire un questionnaire en ligne. Alors, le but de ce questionnaire en ligne, c'est pas du tout de formuler, de se baser sur ce questionnaire pour formuler des propositions. Le but de ce questionnaire, c'est de déblayer le terrain et de voir comment est-ce que nous allons structurer la deuxième phase, qui est la phase de consultation, dont le gros morceau sont des entretiens individuels. Donc, cette première phase qui contenait cette administration de questionnaire était censée commencer le 7 juillet. Et nous avons fait observer aux commanditaires, qui ont été extrêmement réceptifs à notre argument, c'est que si on commençait le 7 juillet, ben en fait, la clôture de cette première phase de ces questionnaires, en fait, devait se passer avant la rentrée scolaire, donc aux alentours du 15 août. Donc, on a décidé d'un tout petit peu reculer cette date. Et puis, lors d'une autre réunion vers le début du mois d'août, nous avions fait observer que quand même, on avait peur que l'information à propos des questionnaires allait passer à la trappe parce que on sait d'une part, ce que sont les vacances pour certains, et puis surtout, de manière beaucoup plus importante, toute la charge que comporte la période de la rentrée scolaire, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les professionnels, que pour les personnes elles-mêmes. Et donc, voilà. Il a quand même été du coup décidé de encore reculer la clôture de ce questionnaire, mais pour rester dans les temps, le questionnaire devait être clôturé le 7 septembre. On l'a encore rouvert pendant 3 jours, mais puis on doit l'analyser, parce qu'une fois que tout ça s'est clôturé, notre travail commence en réalité. Et j'ai eu l'occasion d'expliquer lors d'une autre réunion comment on procède au travail, à l'analyse de ce questionnaire. Je peux vous le réexpliquer tout à l'heure si vous le voulez. Le point important est donc que nous avons essayé d'atteindre un maximum de personnes via ce questionnaire. On a vérifié, on a envoyé notamment un email à Autisme en Action début août. Probablement qu'il y a des emails qui se sont perdus. Et donc, je suis conscient qu'il y a et moi et Rebecca, je pense que toutes les personnes concernées ne sont conscients qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu répondre à ces questionnaires. Donc, c'est pour ça que je voudrais insister sur la deuxième étape. Donc, la deuxième phase, ce qu'on veut faire, c'est mener des entretiens individuels avec toutes les personnes qui pourraient être amenées à participer dans cette future maison de l'autisme ou en être les usagers ou les usagères. Et donc, ce qu'il faut pour participer à ces entretiens, nous allons ouvrir un formulaire sur notre site web, mais vous pouvez simplement m'envoyer un email et en fait, dans la carte de visite que vous avez eu la gentillesse de mettre dans le chat, il y a peut-être en fait, l'ULB a de nouveaux emails. Et donc, en fait, c'est ulb.be, mon email, c'est ulb.be. Je crois qu'il arrive via l'autre adresse, mais c'est mieux quand même de s'assurer que c'est la bonne adresse. Merci de faire la correction. On le fera de toute façon quand ce sera... Oui, je vais mettre là, pendant que je parle. Voilà, mettez dans le chat peut-être directement. Mais je pense que déjà, j'ai reçu beaucoup de sollicitations de beaucoup d'entre vous. Et donc, ces entretiens vont se faire soit à la préférence des personnes, soit en distanciel, soit dans nos locaux à l'ULB, on fera une permanence, soit par chat pour les personnes qui se sentent moins à l'aise avec l'interaction verbale, que ce soit en distanciel ou en présentiel, soit
soit on pourrait aussi se déplacer chez les personnes, ce n'est pas l'option idéale pour toutes sortes de raisons, aussi pour les raisons liées à la vie privée, mais on est tout à fait prêt à le faire. Donc le message ici, c'est que dans cette phase, on veut vraiment récolter les avis de chacun. Et puis finalement, une fois que cette période d'entretien sera clôturée, ce que nous allons faire, c'est essayer de construire pas un scénario idéal, mais plusieurs scénarios modulables. Et en fait, c'est vraiment comme ce à quoi nous voudrions arriver, c'est comme en fait des modèles de maison. Et si vous mettez plus de poids sur une fonction, ben sans doute il faut en adapter une autre. Ou il faut réfléchir à des solutions créatives pour accommoder différents souhaits, différentes options. Donc, ce que nous allons faire ensuite, c'est que nous allons créer 2 tables rondes, et le but de cette table ronde sera vraiment de tester comment les gens réagissent à ces propositions. Ce ne sera pas de formuler les propositions. Le but de table ronde, c'est vraiment pas ça. Alors, c'est cette table ronde, parce que cette question m'a été posée par Flora, et puis il y a quelqu'un qui a téléphoné aujourd'hui au labo pour poser la même question. Comment est-ce que nous allons procéder à cette table ronde? Autant on veut consulter tout le monde dans la phase d'entretien, on ne peut évidemment pas faire des tables rondes avec toutes les personnes impliquées. C'est matériellement pas faisable. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous assurer qu'il y ait un ou une représentante de chaque type d'acteurs, des parents, des associations, des professionnels, un représentant de chaque centre de référence bruxellois, des représentants des personnes autistes. Et en fait, au sein des personnes qui souhaitent participer à cette table ronde, on va tirer au sort simplement au sein de chaque catégorie pour avoir une représentation la plus neutre possible. De nouveau, le but de cette table ronde, ce ne sera pas de formuler des propositions, c'est juste de voir comment les gens réagissent aux différents scénarios. Et puis finalement, une fois que cette phase d'entretien de table ronde sera finie, là, nous allons passer à la 3e phase. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre les scénarios et on va essayer de les formuler avec différents aspects, les points d'attention, en interagissant, là, cette fois-ci, avec le pouvoir politique. Notre mission s'arrête là. Nous n'allons pas agir en faveur d'un modèle ou d'un autre. Comme j'ai dit en début d'intervention, nous n'avons aucun intérêt en ce qui nous concerne. Notre seul intérêt, notre seule motivation qui nous anime, c'est que les scénarios qu'on propose représentent vraiment le plus grand nombre de voix, le plus grand nombre de souhaits à Bruxelles. Donc voilà, ça ce sont les 3 phases. Alors aussi, ce qui est assez important, nous avons insisté là-dessus quand nous avons proposé de faire cette étude à la région bruxelloise. En fait, c'était une condition sine qua non pour nous, c'est qu'en fait, chaque étape de ce qu'on fait va être publique. Donc déjà, en fait, les 3 étapes que je viens de vous expliquer sont sur un site. Alors, le site, c'est une plateforme assez technique, elle s'appelle Open Science, elle n'est pas spécialement facile d'accès. La raison pour laquelle on a mis ça sur cette plateforme, c'est que sur cette plateforme, c'est impossible d'effacer les changements. Donc, en fait, tous les changements, et si vous y rendez, vous allez voir qu'aujourd'hui, j'ai posté des fiches descriptives de différentes maisons de l'autisme existantes, mais chaque modification que moi ou mes collaboratrices vont faire s'y verra. Donc, en fait, on ne peut pas reculer en arrière. C'est une initiative, en fait, qui a été mise en place dans un effort de la transparence de la recherche scientifique. Mais par ailleurs, on va aussi mettre à disposition tous les documents, toutes les conclusions de n'importe quelle personne qui le souhaite. On va les mettre sur le site, on va les faire circuler. Il suffit de nous envoyer un email à nouveau si vous le souhaitez. Donc en fait, où nous en sommes maintenant? Maintenant, nous avons fini l'analyse des questionnaires et nous sommes en train de rédiger la première note intermédiaire. Donc, on devait la rendre un tout petit peu plus tôt, mais on a été mis en retard parce qu'on a prolongé la période des questionnaires. Et donc, une des raisons pour lesquelles l'analyse met un peu de temps, c'est que dans ces questionnaires, nous avons essayé de privilégier des questions ouvertes pour ne pas déjà
guider le choix des gens, les réponses des gens. Donc, en fait, mais du coup, les questions ouvertes, évidemment, mettent du temps, un peu plus de temps à corriger. Donc, normalement, fin de cette semaine plutôt, ou la semaine prochaine, la note provisoire qui concerne la première phase sera disponible. Voilà. Un instant, je voulais juste signaler à ceux qui nous regardent que nous avons publié à titre informatif ce fameux questionnaire qui, je le rappelle, est totalement clôturé. Donc, c'est juste à titre informatif, c'est que vous puissiez voir au fur et à mesure ce qui s'est passé pour que ça vous mette à l'aise et puis peut-être soit que ça vous inspire ou pas. Mais voilà, nous avons souhaité vous le communiquer via le chat. Je pense que c'est fait. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va être fait. Je peux tout à fait le partager aussi. En fait, il est, super. Il est aussi déjà depuis quelques jours. Ça et la fameuse plateforme. Et puis, je vous laisse parler. La fameuse plateforme où on peut éventuellement se... Mais faites à votre aise. Mais je crois que c'est important, comme ça, chacun d'entre nous, alors il y a de l'information sur notre site web, même si quelqu'un m'a signalé aujourd'hui. Ah voilà. Oui, que quand on appuie sur le bouton français, on a le site web en anglais et vice-versa. Voilà, mais c'est un problème. Enfin, on n'est pas entièrement maître de ce qui se passe sur le site de l'ULB. Mais donc voilà, la raison pour laquelle on n'a pas diffusé le questionnaire avant de clôturer les questions, c'est le principe du questionnaire. Si les gens, on veut avoir les réactions spontanées, évidemment. Tout à fait. Donc, je pense que j'ai un tout petit peu fait le tour. On a eu quand même beaucoup de réponses au questionnaire et tout le monde est représenté, même déjà là, mais à nouveau, le seul objectif là, c'est de déblayer le terrain, de voir quelle est la meilleure manière de conduire les entretiens pour que à la fois tout le monde puisse fournir l'information la plus complète et la plus pertinente. Oui, Rebecca, vous voulez dire quelque chose? Je voulais juste, merci Michael pour toute l'explication. Je voulais juste rebondir une petite seconde parce qu'effectivement, j'ai peut-être pas été assez précise à ce niveau-là. C'est que, comme l'a dit Michael Kissine, ils sont les chargés de mission pour cette étude de faisabilité. Ils sont effectivement tenus par un calendrier bien spécifique. Donc, malheureusement, heureusement, à un moment donné, il faut atterrir de toute façon. Et donc, je vous dis ça parce que il va être très difficile de prolonger les différentes phases. C'est-à-dire, effectivement, on s'est rendu compte, le questionnaire, tout ça, on vient de vous l'expliquer, mais on ne va pas pouvoir dire, tiens, dans 3 mois, on va refaire ou dans 1 mois, ou dans 2 mois, on va refaire une séance d'information ou un débat, vous ou d'autres associations, et on voudrait remettre en question tout ce qui a été dit parce que finalement, certains se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas informés. Voilà, malheureusement, ça, ce sont les procédures. À un moment donné, on est tenu à des procédures qui sont liées au marché, qui sont liées à toute une série de spécificités légales. Et donc, on ne peut pas, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas réfléchir à d'autres choses, à d'autres projets, refaire d'autres études éventuellement. Mais pour cette étude-ci, sachez que effectivement, l'équipe de M. Kissine est tenue dans des délais bien précis. Et puis aussi, on a envie d'avancer sur ce projet. Je pense qu'on est on a perdu un petit peu de temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la pandémie. Voilà, on n'a plus envie de perdre de temps. Il faut avancer. Le résultat de l'étude sera une chose. Après, il faudra avancer dans l'élaboration de tout le concept en lui-même. Voilà. Voilà, merci pour m'avoir donné la parole. La parole à M. Kissine. Mais je pense que voilà, comme j'ai plus ou moins dit ce que je voulais dire. Je pense que c'est vraiment très important d'insister tant dans notre équipe que j'en suis sûr que dans l'équipe, dans le cabinet de Rudy Verwoerd, de la COCOF, il y a vraiment une volonté de faire les choses au mieux et d'entendre vraiment le plus de personnes possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit vraiment être clair. Et en toute transparence aussi, c'est ce qui nous a un peu, on va dire, séduit aussi dans le projet, c'est que effectivement toutes les étapes, tout est public.
et pas que les étapes, tous les rapports, toutes les conclusions, tout ce qui est rapporté est public. Donc, vous avez, vous, tout un chacun, la possibilité d'accéder à toutes ces informations et de vous rendre compte par vous-même qu'effectivement, il n'y a pas eu une volonté de taire ou de faire taire les uns plutôt que les autres, etc. Non, au contraire. Et nous avons insisté aussi dans le chef du gouvernement, enfin en tout cas du ministre en charge du handicap en COCOF, c'est de dire la consultation est effectivement très importante. Et donc, on voulait un maximum de participation. On est d'ailleurs très heureux, et c'est pour ça que je vous remerciais tout à l'heure, de l'engouement et de cette volonté de participer, parce que sans vous, on n'y arriverait pas, ça ne sert à rien. Le but, c'est que chacun de vous puisse s'approprier ce projet et surtout que chacun de vous s'y retrouve dans ce projet. Quand je dis vous, je pense à vous toutes et tous qui êtes présents là ce soir, mais c'est aussi tous les autres acteurs du secteur qui sont à un moment ou à un autre interpellés par l'équipe du professeur Kissine. Voilà. Ok, merci. Donc là, je suppose que certains d'entre vous ont des questions. Je vais d'abord passer par mon co-animateur Jean-Sébastien. Je Je t'écoute. vais, concernant la phase numéro 1, j'ai quelques petites questions auxquelles certains éléments de M. Kissine ont apporté déjà un certain éclairage. Je ne sais pas si vous pouvez lire ou si ce sera dans les données agrégées au niveau de votre rapport. Pardon. Y aura-t-il le nombre d'adultes ayant répondu au questionnaire dans le rapport ou pas? Ou y aura-t-il uniquement des pourcentages en fonction Pierluigi vient de poser des la même profils? question, je pense, dans le chat. Oui, tout à fait. Alors, il y aura donc on décrit l'échantillon. Donc, il y aura non seulement le nombre d'adultes qui ont répondu, mais le nombre d'adultes par catégorie, le nombre pas d'adultes, le nombre de personnes par catégorie, par résidence. Donc, est-ce qu'ils sont déclarés vivre à Bruxelles ou ailleurs? Mais aussi, ce sont des données très intéressantes et importantes. Le nombre d'années, la distribution par rapport au nombre d'années de contact avec l'autisme. Et aussi, ce sont des données aussi qui sont très intéressantes, les tranches d'âge par lesquelles les personnes sont les plus intéressées. Donc, il y a des personnes qui sont plus concernées par les adultes et des personnes qui sont plus concernées par les enfants. Et ces réponses n'étaient pas mutuellement exclusives. Donc, évidemment qu'il y aura toutes ces données-là, c'est le préambule de l'analyse du questionnaire. Ok. Avez-vous recoupé, donc par rapport au nombre d'adultes, avez-vous recoupé le nombre d'adultes diagnostiqués habitant la RBC avec le nombre d'adultes ayant répondu au questionnaire? Et dans quelle mesure votre échantillonnage est-il représentatif? Je vois qu'il y a exactement la même question qui a été posée dans le chat. Deux choses. La première, c'est qu'évidemment, on a le nombre de répondants qui ont déclaré être des personnes adultes, des personnes autistes et vivre à Bruxelles. Alors, sur la question de la représentativité des catégories, en fait, il y a une réponse courte à ça, c'est qu'on n'a aucune idée, parce que simplement, il n'y a personne qui a aucune idée du nombre d'autistes qui vivent à Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cadastre, il n'y a aucune base de données commune sur le nombre sur les personnes autistes en Belgique, leur distribution, où ils vivent, leur âge, quand ils ont été diagnostiqués, etc. Tout ça, ça n'existe pas. Et ceux qui me connaissent savent que c'est un de mes combats, c'est de faire en sorte que ça existe. Maintenant, est-ce que c'est représentatif dans le cadre de cette étude-ci? À nouveau, en fait, le but de ce questionnaire ne vise pas, donc on ne tire pas des conclusions sur ce que souhaite ou ne souhaite pas cette catégorie. En fait, le seul but de ce questionnaire, c'est de guider, c'est de nous préparer, en fait, c'est de préparer les thématiques et la façon de les aborder qui risquent
de surgir dans les entretiens. Parce qu'évidemment, les entretiens que nous allons faire, alors, ils sont libres, mais on doit un peu savoir comment est-ce qu'on doit les structurer. C'était ça le but de ce questionnaire. Là où vous pourriez être inquiet, c'est que si au terme des entretiens, on se rend compte qu'il y a une catégorie qui est sous-représentée. De nouveau, on n'a pas une prise ferme sur ce que ça représente, parce qu'on ne sait pas exactement, on n'a pas ces chiffres exacts, Ok. mais on a quand même un sentiment. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, en d'autres termes, donc j'ai bien compris que la phase 1 n'est pas une conclusion en soi. Et donc, si j'ai bien compris, vous ne tirez pas d'inférence statistique vis-à-vis Non. du questionnaire en tant que tel. OK. Non, en fait, on fait pas. En fait, on fait pas. Ok. C'est un très bon point. On fait pas de statistiques. En fait, on fait que des représentations de moyenne et de proportion. Ok, très bien. On fait pas donc pour peut-être expliquer à tout le monde ce dont il est question. Si on faisait des statistiques inférentielles, ce que ça voudrait dire, c'est qu'en gros, on prend ces questionnaires et on tire de ces questionnaires des prédictions sur ce qu'on attend de la population générale. On ne le fait pas, c'est pas ça le but. Donc, et d'ailleurs, c'est plutôt une méthodologie qualitative que nous avons adoptée dans cette étude qu'une méthodologie quantitative. Je pense que ma question était dans ce but-là, pour d'une part que vous l'explicitiez, et d'autre part pour que les personnes entendent. Si Oui, tu le permets, il y a des pas de personnes qui ont problème. posé des questions qui méritent réponses plus précises. Donc, si j'entends bien, vous ne saurez pas nous dire la proportion, par exemple, de la participation des parents actuellement dans votre première phase de questionnement. Est-ce que vous avez déjà une idée de combien de parents ont participé, de combien de personnes autistes adultes ont participé? Alors, ça, ce sont des données qu'on a, évidemment, et qui feront partie du premier rapport qui va être rendu public soit à la fin de cette semaine, soit dans le courant de la semaine prochaine. Donc, ce sont des chiffres que tout le monde aura. Donc, ça nous avons, évidemment, parce qu'on a les réponses. Ce que nous ne savons pas, c'est si la répartition des différents répondants dans un autre questionnaire correspond à la répartition dans la vie réelle. Pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'on ne sait pas combien il y a d'adultes exactement, combien il y a d'adultes autistes qui vivent à Bruxelles, combien d'adultes autistes vivent en Wallonie, Oui. etc., etc. Ça rejoint la question de Yon qui nous dit, excusez-moi, mais parce que là, on a quand même une flopée de questions, qui nous dit, et si jamais une catégorie de personnes est représentée, vous voyez dans le... Alors, ce ne sera pas comme ça. En fait, c'est pas le nombre, c'est pas parce qu'une catégorie va être plus représentée numériquement qu'une autre que leurs avis auront plus de poids. Donc, fatalement, il y aura plus de parents, on s'attend à avoir plus de parents qui vont répondre que de personnes autistes, tout simplement parce qu'il y a moins d'adultes qui sont diagnostiqués que d'enfants encore à l'heure actuelle. Et on s'attend aussi, et d'ailleurs ça c'est ce qui est arrivé dans le questionnaire, que les professionnels soient plus disponibles à répondre parce que c'est aussi plus facile de les contacter parce que leurs institutions transmettent l'information. Nous, ça c'est un point assez important, et je reviens à la question dans un instant. Nous, on ne peut pas vous contacter si vous ne nous donnez pas l'autorisation. Donc, il faut que vous nous contactiez. C'est le respect de la vie privée. On ne peut pas venir vous harceler, entre guillemets. Donc, à nouveau, chaque catégorie, donc ce qu'on veut, c'est avoir à la fin du processus entier, c'est d'avoir un sentiment, quels sont les scénarios, il n'y en aura pas qu'un seul par catégorie, qui émergent chez les différents acteurs. Et je pense que, donc en tout cas ça va être notre conclusion, dans les modèles qu'on va présenter, on va donner un poids égal à toutes les catégories. Je pense que ce n'est pas le nombre qui compte, il faut que toutes les personnes l'autisme s'y retrouvent.
Donc ça, c'est évidemment la philosophie qui nous anime. Donc, je ne sais pas si j'ai Élise répondu. pose la question, mais alors chaque catégorie a un poids égal, comment ça se passe? C'est vrai que pour nous, ça Donc, en fait un fait, c'est un peu… peu comme. Donc, c'est un peu comme. Donc, de nouveau. Donc, c'est pas un vote, hein. Donc on va pas juste on va pas compter le nombre de fois que quelqu'un va dire moi je veux je sais pas moi un service de répit et moi je veux une bibliothèque. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ce qu'on va essayer de voir, c'est quels sont les souhaits et les besoins des différents acteurs dans les différents âge, on n'a pas les mêmes besoins quand on est parent d'un enfant de 8 ans scolarisé que quand on est parent d'un enfant qui a 3 ans et qui vient de diagnostiquer et qu'on n'a pas encore d'institution. On n'a pas les mêmes besoins quand on est quelqu'un qui est un adulte autiste qui vient de recevoir un diagnostic ou quelqu'un qui est un adulte qui a le diagnostic depuis très longtemps, etc., etc. Donc, même au sein des catégories, tout le monde n'a pas les visions monolithiques. Donc, l'idée, c'est de vraiment essayer de construire des scénarios qui tiennent compte de la façon optimale, une manière d'imbriquer, d'emboîter les souhaits de chacun. Alors, je lis le commentaire de Michel Spronck. La représentativité est une question tant quantitative que qualitative. L'expression des personnes autistes sera-t-elle effectivement comprise dans le sens dans lequel elles l'entendent, sachant que la communication est impactée? Quelle manière de procéder permettra de minimiser ce biais? Je pense, c'est une excellente question. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on prépare la façon de faire ces entretiens, on les prépare en équipe. Vous savez peut-être, dans notre équipe, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec des personnes autistes et avec des adultes autistes, avec les parents. C'est aussi pour ça qu'on donne le choix du format et qu'on va essayer de trouver individuellement avec chaque personne qui nous sollicite le format le plus adéquat, le format qui convient le plus à la personne. On sait aussi qu'il y a des façons de mener l'entretien qui vont optimiser la communication. Et donc, voilà, je pense que là, on va faire de notre mieux, de le faire en utilisant notre expérience, mais aussi en essayant d'être le plus respectueux, le plus à l'écoute possible de la façon de s'exprimer des personnes qui ne sont pas nécessairement neurotypiques. Monsieur Kissine, donc juste avant de revenir sur la question de Michel Spronck, désolé Michel, avec laquelle j'irai un peu plus loin, j'avais une question pour laquelle vous avez répondu partiellement concernant la phase 1, par contre la question est encore tout à fait valable pour la phase 2. Je me pose la question de l'absence de certitude. Est-ce que l'absence de certitude que les personnes ayant répondu au questionnaire sont soit parents, soit faisant partie d'une structure associative, soit professionnelle, soit du public cible, etc. Est-ce que cette absence de certitude représente un biais à votre étude? Alors pour la phase 1, non, étant donné que la phase 1 est qualitative. Par contre, concernant la phase 2, moi, ça me pose clairement question, étant donné que vous avez précisé que c'est un tirage au sort, et que si bien compris, donc phase 2, tâche numéro 1, si les personnes sont tirées au sort, mais qu'elles ont déclaré autre chose, on va… Je pense qu'il y a excusez-moi de vous interrompre, oui. mais je pense qu'il y a une confusion. Hein. Ok, allez-y. Je me suis sans doute mal exprimé. Oui, donc, le gros paquet de la phase 2, donc qui va commencer maintenant, ce sont des entretiens individuels. Là, dans ces entretiens, on veut être exhaustif pour toutes les personnes qui se manifestent, qui résident en région bruxelloise, on va les entendre. C'est ça la base des scénarios. À nouveau, c'est pas que on va pas construire les scénarios juste sur le nombre de fois que. Donc là, ce que nous allons faire à la fin, parce que d'ailleurs c'était demandé dans le marché, c'est d'organiser des tables rondes, c'est d'essayer de voir comment les représentants des différentes communautés réagissent aux différents scénarios quand ils sont face à face. En fait,
ce que ça nous permet de faire, c'est d'essayer de simuler des interactions, pas de faire des propositions de scénarios, mais de voir comment les gens réagissent ensemble face à différents scénarios. Il n'y a pas d'autre, dans les temps qui nous sont impartis, il n'y a vraiment pas d'autre manière de créer des tables rondes représentatives que le tirage au sort. Oui, alors, je me suis effectivement très mal. Sébastien, on va laisser quand même la parole à Élise pour poser sa question et après j'interviens. Ok, oui, alors moi j'avais simplement 2 questions, enfin pas exactement, mais donc c'était notamment sur les associations qui participaient par exemple au tirage au sort. Ce qui m'inquiète un peu, c'est de savoir quelles sont les associations et du coup, est-ce que c'est des associations qui sont vraiment ciblées sur l'autisme ou alors est-ce que c'est des associations sur le handicap de manière plus générale? Parce que l'autisme, c'est un trouble qui est vraiment très complexe et qui impacte de plein de manières différentes la vie des personnes autistes. Et du coup, j'aimerais bien que ce soit vraiment spécialisé, être rassuré là-dessus, d'une part. Et sinon, je suis simplement un peu dubitative par rapport à l'espace open science, dans le sens où c'est vrai que ça montre une vraie volonté de transparence, mais d'une façon pratico-pratique, effectivement, je suis tombée sur la page et j'ai fermé presque immédiatement parce que c'est très difficile de. Enfin, par exemple, si je devais sensibiliser les gens sur l'autisme en leur donnant directement des études scientifiques sur le sujet, je pense que personne n'irait regarder et c'est vrai que c'est un peu difficile de s'y retrouver, on va dire. Voilà. Alors, merci. Donc, donc, la première question sur les associations, c'est une question extrêmement importante. Dans cette étude, on essaie de se concentrer vraiment sur l'autisme. Il y a un gros chantier qui doit être mené, qui est en cours, je pense, à la COCOF. Enfin, je sais qu'il est en cours sur le handicap en général en région bruxelloise, mais ici, on se concentre vraiment sur l'autisme. Et il y a déjà beaucoup de monde à consulter. Vous devez vous imaginer que mener des entretiens avec un grand nombre de personnes, c'est aussi matériellement extrêmement difficile parce qu'évidemment, pendant les heures de bureau, beaucoup de personnes sont occupées. Donc, en fait, tout se concentre sur les soirées, sur le week-end. Donc, en fait, on doit vraiment essayer d'optimiser, de faire un effort. Et donc, déjà, comme ça, on vise l'exhaustivité. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer de se concentrer sur les associations, sur les représentants des associations vraiment spécifiquement axées sur l'autisme. Ceci dit, je pense que le monde quand même associatif bruxellois est assez comment dire, étroit. Donc, on va retrouver quand même d'une manière ou d'une autre toutes les personnes, même s'il y a des personnes qui sont intéressées par l'autisme, mais dans des associations qui ne sont pas spécifiquement axées sur l'autisme, on va les retrouver, mais plutôt en tant qu'individu. Alors maintenant, en ce qui concerne le SF, enfin l'open science, donc comme j'ai dit, c'est pas fait nécessairement pour le grand public. 2 choses. La première, c'est que évidemment, comme j'ai dit, on va poster nos rapports intermédiaires, toutes nos conclusions sur notre page web. Et comme j'ai dit, aussi, on peut les faire circuler par email, etc. Ça, c'est la façon la plus simple, la plus transparente de véhiculer l'information. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'OSF? En fait, l'OSF, c'est votre garantie de notre transparence, tout simplement. C'est même si le but, c'est pas que tout le monde aille consulter la progression de l'étude tout le temps là-dessus, mais si vous le voulez, vous pouvez vérifier et vous voyez tout ce qu'on fait. Donc, quand une phase est terminée, normalement, tous les documents vont y apparaître. Et s'ils n'y apparaissent pas, vous pouvez nous dire, mais comment ça se fait que, je ne sais pas moi, comment ça se fait que l'analyse des questionnaires n'a pas été publiée, etc. Et aussi parce que… excusez-moi, je vais quand même… Pour regarder aussi un peu le sujet, donc d'abord, je voudrais rappeler à tout le monde ici présent que donc là, on est en train de présenter et répondre à des questions sur le projet de la future maison de l'autisme bruxelloise. Je voulais vraiment insister sur le fait que les entretiens sont encore ouverts. Donc, on va vous devrez envoyer un mail à M. Kissine. Ce mail, on va vous le communiquer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et donc, vous mettrez donc
objet, sujet du mail, Maison de l'autisme bruxelloise, je souhaite participer, nom, prénom, etc. Ça, c'est la première chose. La question de Béatrice qui est est-ce qu'il y a également une étude similaire qui se passe dans d'autres pays? Par exemple, est-ce que vous êtes en lien avec en France ou pas, dans les autres pays francophones? Est-ce que vous avez des modèles à imiter, des expériences à partager? Ou c'est quelque chose qui vient vraiment de vous et du gouvernement bruxellois, par exemple? Alors, donc, tout d'abord, merci de rappeler, les entretiens n'ont pas encore commencé, donc ils vont commencer. Cette phase va commencer, on va les préparer, on les prépare cette semaine, une partie de la semaine prochaine, et on va commencer à envoyer les invitations à ceux qui nous ont déjà contactés fin de semaine, et c'est à ce moment-là que il faut nous contacter. Dans la première phase de l'étude, une des tâches était de regarder qu'est-ce qui existe en effet à l'étranger. Alors, on a fait une typologie et d'ailleurs, on a fait des fiches pour 10 exemples représentatifs qui sont déjà rendus publics en fait. Alors, ces fiches il y a 2 ou 3 de ces fiches qui sont incomplètes. Pourquoi? C'est le même problème de calendrier, c'est qu'en fait, on a essayé d'appeler, parce qu'il y a des questions pour lesquelles on doit contacter vraiment les gens à l'étranger, on doit contacter les directions de la maison de l'autisme ou de la structure similaire pour savoir comment c'est géré chez eux, quels sont les points d'attention, comment ils ont créé les choses, quels sont les problèmes qui ont été rencontrés, etc. Mais en fait, il y en a qui ne sont pas disponibles. C'est la rentrée dans tous les pays. Mais ça, c'est réfléchi au fur et à mesure de l'étude. Donc oui, on s'inspire, évidemment, on regarde aussi ce qui se passe ailleurs. Il n'y a pas, sincèrement, je pense, il n'y a pas un modèle qu'on peut transposer tout fait et qui va satisfaire tout le monde. Ça, nous, on n'est pas encore tombé sur quelque chose de similaire, mais il y a énormément d'initiatives et de structures, en Belgique aussi d'ailleurs, qui sont intéressantes et dont on peut tirer vraiment des leçons et des parties de modèles. Donc, évidemment, oui, on s'inspire de ça. Ok, merci beaucoup. Jean-Sébastien, est-ce que tu aurais un avis à donner là-dessus? Oui, alors d'une part, je m'étais effectivement trompé tout à l'heure. Merci, Monsieur Kissine, d'avoir dit que c'était vous qui aviez peut-être fait une confusion. Je parlais bien de la phase 2, tâche 2 par rapport au tirage au sort. Je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, je me pose la question de la participation de personnes, d'adultes présentant des TSA aux tables rondes. Dans deux sens. En bref, les caractères autistiques comportementaux d'un individu, comment pourrez-vous assurer, suivant votre mode de sélection, soit le tirage au sort, que cet individu arrive, ne fût-ce qu'à prendre la parole au sein d'une table ronde, arrive à exprimer toute la teneur des enjeux en présence de manière macro-globale, etc. Là où un parent, un professionnel, un aidant proche, ou encore un représentant d'un CRA, présente des capacités holistiques situées dans la norme, des capacités d'expression, de concentration, etc. Voilà, donc je me dis, OK, pour les entretiens individuels, passe encore, donc en fonction de ce que vous mettez des modalités que vous mettez en place. Mais pour moi, c'est clairement la question de la table ronde où un adulte présentant des TSA en groupe est parfois plus difficilement mobilisable en termes d'expression qu'une autre personne, donc un adulte présentant des TSA. Voilà, donc je me dis, bah, tiens, comment vous allez, quel est votre modus operandi pour confronter les différences de point de vue? Alors, c'est une excellente question. Tout d'abord, je pense que c'est, de manière générale, que si on veut que les personnes autistes soient entendues, ben en fait, il faut tout faire pour les inclure dans les débats qui les concernent. Et donc, en fait, c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement... Oui, mais je sais que ça sonne comme un vœu pieux, mais en fait, ce n'est pas souvent le cas en réalité. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on veut absolument inclure tout le monde. Alors, une première chose, c'est qu'on va tirer au sort parmi les personnes qui ont manifesté le souhait de participer à cette table ronde. Donc, on ne va jamais solliciter quelqu'un pour participer à cette table ronde qui n'en a pas émis le souhait.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on va demander à la fin des entretiens. Est-ce que vous souhaitez ou pas le faire? Ensuite, évidemment que nous allons nous assurer, nous allons faire tout pour modérer ces tables rondes pour que les particularités de chacun, de chacune soient respectées. C'est sûr aussi, ceci dit, normalement, dans ces tables rondes, ce qu'on espère, c'est que quand même, c'est toutes des personnes qui sont concernées par l'autisme, donc qui sont quand même sensibilisées, mais de toute façon, nous ferons aussi, nous sommes très conscients de ce problème. Et puis finalement, de nouveau, c'est un point extrêmement important, le but de ces tables rondes, ce n'est pas de formuler des propositions, ce n'est pas celui qui parlera le plus fort pour caricaturer qui aura une proposition qui va émerger. Le but de cette table ronde, c'est de voir comment les différents acteurs interagissent autour de différents scénarios. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on espère, c'est que dans la plupart des scénarios qui vont émerger, ce sont des scénarios où tous les acteurs du monde de l'autisme interagissent et probablement participent à la gestion. Donc, c'est important de simuler ce type d'interaction pour voir les réactions, anticiper les problèmes, etc., voir où il y a des choses des tensions éventuelles. Mais donc, évidemment que nous sommes conscients de ce problème. Ça, c'est vraiment tout le défi de faire des projets inclusifs et participatifs. Ok, merci pour votre réponse. En d'autres termes, d'une certaine manière, vous démarchez démarchez avec une approche empirique un peu expérimentale pour le coup. Et donc, vous verrez un peu, si je comprends bien, la réaction des personnes par rapport à ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en amont, est-ce que vous mettez quelque chose en place pour que les personnes aient un outil d'expression, puissent s'exprimer, arrivent à s'exprimer, ne fût-ce que ça, durant les tables rondes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu votre expérience en matière d'autisme. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une préparation, que sais-je? Oui, alors, de toute façon, il y a bien sûr qu'on va les préparer avec énormément de soin, mais en plus, je pense que je peux pas vous donner une recette maintenant de la façon dont on va faire tant qu'on ne sait pas exactement qui sont les personnes qui vont participer, tant qu'on ne les a pas tirées au sort. Parce que, justement, ce n'est pas les mêmes démarches, ce n'est pas les mêmes aménagements, ce n'est pas les mêmes manières d'organiser le débat, pas dans la teneur, mais juste dans la mise en place, qui s'applique à toutes les personnes. Et ça concerne aussi bien les personnes autistes que les personnes non autistes, d'ailleurs. Mais donc, bien sûr qu'on ne va pas juste tirer les gens au sort et les faire asseoir autour d'une table. Alors, il y a une question ici que je vois. Comment déterminer la capacité d'accueil de cet endroit? Donc, j'imagine, vous parlez de la maison de l'autisme. Si on n'a pas un recensement des personnes autistes qui peuvent être intéressées. Alors, ça, je peux vous dire, je suis tout à fait d'accord avec ça, et je peux vous dire que quel que soit le modèle qu'on va proposer, une de nos recommandations sera de faire accompagner ce travail par un cadastre qui réunit les données des centres de référence, qui permet de suivre l'évolution des personnes, qui permet de suivre leurs besoins, etc., qui permet de suivre la scolarité des enfants. Donc, oui, c'est clairement un défi global pour le monde de l'autisme francophone belge. Alors, moi, j'ai quand même suite à tout ça, j'ai quand même quelques réflexions, remarques, et j'invite les uns les autres, les parents qui sont présents et d'autres à faire des réflexions. D'abord, on aimerait quand même qu'il y ait une garantie, qu'il y ait un minimum de représentation de personnes adultes autistes qui puissent valider ou être comme un conseil de validation. Il faut que ce soit un projet qui soit autiste-friendly. Déjà là, à la base, les personnes n'ont pas été consultées dans le processus de questionnement et autres. Donc déjà, il y a une certaine, entre guillemets, exclusion. Maintenant, on a envie que ce processus réussisse. L'histoire de prendre un peu à la pêche au canard la voix d'une personne, la voix d'un parent, la voix d'un professionnel. Je trouve que pour un projet de cette telle ampleur, de cette telle envergure, je m'étonne, je dois vous avouer, je m'étonne
que ce soit cette méthode. Je ne suis pas sûre que si on ouvrait une maison de je ne sais quoi, d'autres, ça fonctionnerait comme ça. Qu'on ne prendrait pas plus compte d'un panel, d'un pourcentage. Moi, je dirais une maison de l'autisme, s'il n'y a pas au moins 50% des personnes, allez, on va être humble, 25% des personnes adultes autistes qui participent dans le processus, c'est un peu inquiétant. L'histoire de ces tables rondes avec dit, je trouve ça gentil, sympathique, mais il y a trop de, il y a trop de choses qui m'interpellent personnellement. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Mais est-ce que je peux répondre à ça? Parce Je que, vous en donc, prie. J'espère donc, bien que vous allez répondre. alors, la première chose, c'est que euh, la meilleure manière de s'assurer que les personnes autistes soient consultées, bah, c'est de participer aux entretiens. Ah Ça, bah c'est alors, ça, c'est une première chose. Donc, à nouveau, comme j'ai dit, on a fait toutes les démarches pour que l'information à propos du questionnaire soit transmise au plus grand nombre. On a vraiment tout fait. Donc, comme j'ai, voilà. Donc, en ce qui concerne les tables rondes, et ça rejoint un peu ce qui a été dit dans le chat, de nouveau, le but, ce n'est pas de faire entendre des revendications, ce n'est pas une question de représentativité, parce que les voix de chaque catégorie, en fait, elles sont déterminantes pour la construction des scénarios qui seront faits sur base des entretiens. C'est vraiment là, on ne va pas changer suite aux tables rondes. Ce qu'on va faire à la suite aux tables rondes, c'est vraiment de voir quels sont les points d'attention dans l'articulation des différents scénarios. Donc, pour répondre à votre inquiétude, en fait, c'est une méthode, donc ça faisait d'ailleurs partie du cahier de charge d'organiser ces tables rondes et des entretiens. En fait, c'est une méthode qui est communément appliquée dans ce genre de processus consultatif. On commence par des entretiens et puis on fait des tables rondes itératives pour affiner les scénarios. Donc, en fait, c'est vraiment la méthode la plus enfin, la plus répandue. Et à nouveau, là où on fait vraiment un effort pour que tout le monde soit entendu, c'est en essayant de mener des entretiens exhaustifs avec toutes les personnes qui le souhaitent. Là, en fait, vous pourriez être inquiet si jamais on disait, ben, en fait, on prend 3 personnes au hasard pour faire des entretiens et on se dit qu'on a la représentation de tout le monde. C'est pas ce qu'on fait, on fait juste l'inverse. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui lève la ok. main. Donc, il y a Mireille qui souhaiterait poser une question et puis ensuite Michel Spron, Oui, je pense. c'est Mireille Mireille? Michel, voilà. Ah, Mireille Michel, voilà. Ok, on vous remercie d'abord pour l'invitation et pour pouvoir donner notre témoignage. En fait, on est les parents d'un fils autiste qui a 19 ans et on a vu beaucoup de professionnels, des pédopsychiatres, des psychologues, qui nous ont donné plusieurs mauvais diagnostics, ce qui l'a rendu encore plus mal. Et puis à 15 ans, enfin, il a été diagnostiqué autiste. Et ces pédopsychiatres et psy ont essayé de l'aider, mais souvent en lui demandant de faire des choses au-dessus de ses forces. Ils ne comprenaient pas suffisamment les difficultés de notre fils, ce qui l'a rendu encore plus mal. Lorsqu'on a rencontré Autisme en Action, par le fait que ce soit des autistes de haut niveau, nous avons enfin pu réellement comprendre notre fils et l'aider dans une direction qui lui convient. Alors, nous pensons que les autistes de haut niveau savent mieux que quiconque comment aider les autistes. Ils peuvent, je pense, apporter énormément dans le projet de la maison de l'autisme bruxelloise et travailler en collaboration avec les autres associations afin de faire évoluer les prises en charge et d'aider les autistes de tout niveau. Je voudrais ajouter, allez, pour résumer un petit peu mon récit, c'est que nous avons plus appris grâce à des personnes autistes, nous avons plus appris à avancer avec des personnes autistes qu'avec des professionnels psychologues ou pédopsychiatres, parce qu'ils comprennent l'autisme de l'intérieur
et ils savent comment réagir en fonction de tel ou tel comportement. Et donc, je pense que les autistes ont quelque chose à apporter à cette maison. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, je vous remercie pour votre témoignage. C'est typiquement le genre d'avis qu'on cherche à affiner qu'on cherche à récolter, qu'on cherche à affiner dans les entretiens. Donc, à nouveau, on n'a aucun modèle préconçu. C'est aussi d'ailleurs pour ça que dimanche passé, je ne sais plus qui était là, Flora m'a demandé, est-ce qu'on peut vous transmettre notre modèle? J'ai dit non, on ne veut pas avoir de modèle préconçu avant les entretiens. Et je dis ça parce que d'autres associations et d'autres acteurs qui ont leur modèle. Et en fait, notre but, c'est vraiment d'agir de relais. Et donc, en effet, il y a toute une série d'activités et de tâches, de modèles de gestion de maisons de famille qui impliquent soit entièrement, soit partiellement des personnes autistes. Donc, c'est exactement le type d'avis qu'il faut faire émerger. Et bah, je vois qu'il y a une autre, qu'il y a une nuance qui est apportée. Donc, je ne veux pas, à aucun moment, nous, on va se prononcer pendant cette étude, il n'y a aucun moment où nous, on va se prononcer sur ce que nous pensons être le meilleur modèle. Tout ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de trouver la meilleure manière de concilier les différents souhaits. On a évidemment notre opinion, mais ça ne joue pas ici. Je vous remercie pour votre réponse. Merci. Voilà, j'espère que ça vous rassure. Oui. Et je vous invite à nous contacter si vous souhaitez s'entretenir plus en détail avec nous. C'est déjà fait. On vous a déjà envoyé un mail à ce sujet. D'accord, mais peut-être que je vous ai déjà répondu. Oui, tout à fait. Merci. Mais donc, moi, si je peux juste rajouter, c'est donc bien aussi la volonté du gouvernement de missionner un centre, enfin, comment dirais-je, un centre de recherche totalement neutre. Ici, il faut bien comprendre que le rôle de Monsieur Kissine et de son équipe, c'est d'être le relais entre vous tous, qui êtes là présents ce soir, mais aussi tous les autres, et nous. C'est ça, leur but, c'est ça. C'est pas après de juger ou de dire que les uns sont plus pertinents que les autres ou de mettre en avant un besoin plutôt qu'un autre. C'est de retranscrire tout ce que vous allez leur transmettre parce que c'est pas possible, on peut pas le faire en direct. Le gouvernement et vous tous, quand je dis vous, c'est pas seulement vous qui êtes présents ce soir, mais ce sont tous les acteurs du secteur. Donc, on ne peut pas le faire comme ça. Et donc, l'équipe de Monsieur Kissine, c'est vraiment notre relais. Votre relais par rapport à nous et notre relais par rapport à vous. Le fait qu'ils agissent en transparence, c'est aussi pour ça, parce qu'ils sont relais. Ils sont pas là pour amener des considérations par rapport à ce que vous allez rapporter. Ils sont là simplement pour nous rapporter les besoins de tout le secteur. Et l'idée des tables rondes, justement, je reviens 3 secondes là-dessus, effectivement, c'était une volonté de notre part aussi, pour justement ne pas arriver en fin de parcours, en fin d'études, avec des surprises énormes des uns et des autres et des confrontations éventuelles en disant ben non, ça c'est pas du tout un besoin puisque de toute façon nous, je sais pas, nous médecins, on n'attend pas du tout une maison de l'autisme comme ça. C'était aussi l'idée de pouvoir montrer à chacun les besoins des autres et comme l'a dit Monsieur Kissine, d'éventuellement imbriquer un petit peu ou de mettre ensemble certains besoins et de voir si on ne peut pas créer une structure qui soit commune à ces différents besoins ou à un maximum de besoins, un maximum de ces différents besoins. Voilà. Mais donc ici, si on est là ce soir aussi, c'est
c'est aussi pour vous appeler à participer, justement. On a voulu être là parce que le message qui nous a été transmis, c'est de dire « Ouh là là, il y a beaucoup de réticences, ouh là là, les gens ne sont pas tout à fait informés. Comme ils ne sont pas tout à fait informés, ben, ça leur fait un petit peu peur. » Donc, le but de notre présence ce soir, c'est surtout de vous demander presque de participer pour que le projet soit le plus à l'image de vos attentes. Voilà. Je me permets de réagir justement, continue à parler des tables rondes, sur une question qui va rejoindre celle de Béatrice, et puis avec une suggestion de Michel qui est assez intéressante, mais elle est déjà prise en compte par M. Kissy. Concernant la phase 2, table ronde 2, lors de la séance publique, les acteurs de terrain, vous stipulez cela dans votre descriptif, représente-t-il également le public cible ou voilà, par acteur de terrain, de qui parlez-vous? Alors, on parle de toutes les personnes qui sont susceptibles d'être concernées par cette maison de l'autisme. En tout cas, en premier chef. Donc, on parle des personnes autistes, des familles, des aidants proches, mais aussi des professionnels. Aussi, alors, il y a peut-être des scénarios où les trois publics ne vont pas cohabiter au sein d'une même structure. C'est un des buts de l'étude. On ne va pas préjuger de ça, mais aussi parce que, comme a dit Flora en tout début de cette vidéoconférence, il y a des gens qui cumulent les trois casquettes. Donc, en fait, par acteur de terrain, c'est ça que nous entendons. Alors, en ce qui concerne ce que dit Michel Sprong sur le chat, on puisse utiliser le chat pour les tables rondes pour les personnes autistes. À nouveau, en fonction du profil des personnes, on essaiera de trouver l'aménagement optimal. Et ça, je pense que c'est vraiment une question qu'on ne va pas décider ici. Et donc, il y a une autre suggestion dans ce sens pour voir si des thérapeutes puissent agir d'intermédiaire. Ça, c'est une question à laquelle il faudra réfléchir, à laquelle je ne peux pas répondre comme ça à chaud. Alors, il y a une question, si une personne se dit autiste et se présente aux entretiens, un diagnostic est-il vérifié ou est-ce que tout le monde peut s'introduire ainsi? Alors, en fait, c'est une question, je pense, qui a été posée aussi à l'événement dimanche. Je pense que c'est une question extrêmement compliquée, surtout dans le contexte belge. Évidemment, il faut éviter que des personnes non autistes usurpent la parole des personnes autistes et se présentent comme autistes alors qu'elles ne le sont pas. Ceci dit, dans le contexte belge, ce n'est pas moi qui dois vous expliquer quelle est la difficulté pratique et les files d'attente pour les adultes pour recevoir un diagnostic. Et donc, je pense que on ne va pas demander aux gens leur diagnostic, aussi parce que nous n'avons pas le droit légalement de le faire dans le cadre de cette étude. Si on voulait le faire, il aurait fallu d'abord introduire une demande dans un comité d'éthique, et je ne suis pas sûr que dans le cadre d'une étude comme ça, on nous aurait autorisé à demander le diagnostic. Et de toute façon, je ne suis pas du tout sûr que moi, j'aurais été à l'aise avec cette démarche. Je pense que ce n'est pas du tout le but de faire ça ici. Et donc, voilà, nous avons fait le pari de nous dire de voir comment les personnes se décrivent et se présentent. Nous avons aussi une certaine confiance dans le monde de l'autisme. Je pense sincèrement que si on a une représentativité assez forte de tout le monde, dans toute la communauté, ce n'est pas une inquiétude qu'il faut avoir. Je pense aussi qu'il faut partir du point de vue que chacun veut le mieux pour ses proches, sa communauté, ses patients, pour les professionnels. Donc, bien sûr qu'il y a peut-être des excès ou
des problèmes à gauche, à droite, mais je pense que c'est vraiment pas la, la généralité. Je pense vraiment pas que ça puisse biaiser l'étude. Monsieur Christine, excusez-moi, mais il nous reste moins de 9 minutes pour finaliser. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose avant qu'on clôture et qu'on vienne à la suite, aux futures vidéos? Parce qu'il y en aura d'autres avec d'autres thématiques et on va en parler. Est-ce que quelqu'un souhaiterait dire quelque chose? Je pose une question que j'ai, mais qui rejoint celle de Béatrice. Dans la phase 3, présentera une liste exhaustive à qui? À la COCOF, je suppose, au pouvoir adjudicateur? Alors les oui, les 3 modèles modulables. Ah oui, on va présenter ça aux adjudicateurs, mais ce sera public. On dira ce qu'on a présenté et n'oubliez pas que vous aurez également accès aux conclusions des autres phases. Ça, bien sûr. Oui. Donc, qui validera? Donc, il y avait une question, qui va valider le projet? Ça, c'est pas nous. Nous, on ne va pas prendre la décision politique. Ça, c'est pas notre rôle. Par contre, vous saurez tout ce qu'on a proposé. Ok, donc moi je souhaiterais résumer cette première rencontre, ce premier volet du triptyque, la future maison de l'autisme. Merci à toutes et à toutes d'avoir participé. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo quand on la mettra sur YouTube et la partager. Je pense qu'on a appris pas mal de choses et merci à Monsieur Kissine et à la représentante de notre gouvernement qui est venue répondre à nos questions. À Rebecca. Je pense qu'il y a encore plein d'autres choses qui vont arriver. Il y a encore plein d'autres réflexions qui viennent. Donc, la chose qui est sûre, c'est que toutes les personnes qui souhaitent prendre place et qui veulent être entendues doivent participer à cette enquête. Que vous soyez parent, que vous soyez une personne autiste, que vous soyez professionnel, vraiment, nous vous invitons à vous inscrire en cette enquête le plus vite possible, prendre la place. Et nous, Autisme en Action, nous, vous, nos membres, nous serons extrêmement vigilants à voir comment va se passer le processus, voir ce que ça va devenir dans le futur. Nous souhaiterons que pour le 2 avril, pour la journée de sensibilisation à l'autisme, à l'opération Chaîne Bleue, on puisse amener des réponses. Et surtout, nous allons encore continuer à questionner et à proposer. On entend votre démarche, mais nous, on a aussi une responsabilité par rapport à nos bénéficiaires, c'est d'amener des réponses et de continuer à apporter du soutien. Donc, il est très important que nous continuions sur cette voie. On verra si cette maison de l'autisme correspond à vraiment la maison des personnes autistes ou si c'est la maison des amis des personnes autistes. Je pense que ça, ce sera très important de voir et on espère que vraiment ce projet donnera la place à tout un chacun. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite dire un petit mot pour finaliser? Une dernière question pratico-pratique et assez opérationnelle, oui, et qui se retrouve dans le chat à destination de Madame Overlo. Pour, a priori, comme ça, de but en blanc, dans quelle perspective temporelle pourrait-on espérer la création d'une maison de l'autisme durant cette législature-ci, je suppose? Dans quelle perspective? Budgétairement parlant et compagnie ou... Oui, c'est ça. Voilà. Donc, tout ça dépendra un petit peu de quels sont les scénarios présentés, évidemment. Ce n'est pas la même chose si on a un projet qui représente 1500 mètres carrés ou si on a un projet qui ne serait que une ligne téléphonique d'information, etc. Donc, nous, on espère, on veut avancer rapidement. On voudrait que les choses soient très claires, précises et qu'on puisse mettre la maison de l'autisme en route, si possible qu'elle soit finalisée sous cette législature, évidemment, mais je ne vais pas vous mentir, des gros projets prennent du temps et donc nous voulons baliser tout cela au plus vite et que en tout cas elle puisse commencer, si pas être terminée à la fin de cette législature, évidemment. Donc, je reprends, je résume. Avant 2024, ce sera déjà entamé. Il y aura déjà un lieu, même s'il n'est peut-être pas fini, même s'il n'est pas... mais il y aura déjà un lieu, il y aura déjà un projet déposé clair et net. Parce que quand on sait que ça prend entre 10 et 15 ans
pour réaliser un projet, je m'inquiète un peu. Non, non, là, franchement, soyez bien Ah ouais. rassurés. Donc, ici, vous voyez qu'on a commencé, la législature a commencé en 2019, on est en 2021, on sait tout ce qu'on a connu pendant 2 ans de pandémie, de difficultés, et j'en passe et des meilleurs. Donc, ici, vraiment, la volonté de Rudy Vervoort, c'est d'avoir une maison de l'autisme. Comme je vous l'ai dit, ça dépendra de la forme qu'elle prendra, évidemment. Avoir des bâtiments, avoir un budget de 100 000 euros ou d'1 million ou de 2 millions ou de 5 millions, c'est différent. Donc, on veut la voir commencer, ça c'est plus que certain. Finaliser, on l'espère, mais ça, je ne peux pas vous donner de garantie qu'elle sera finalisée d'ici 2024, puisque je ne sais pas quelle sera la forme qu'elle prendra. Mais en tout cas, notre volonté est d'avancer au plus vite. L'étude de faisabilité, je vous le rappelle, elle est attendue pour le début de l'année 2022. Donc, après ça, il nous restera 2 petites années, on va dire, pour avancer sur le projet. Ce qui paraît énorme, ce qui peut être peu si c'est un projet plus important. Mais voilà, l'idée, c'est de avoir une maison de l'autisme, en tout cas entamée, si pas terminée, d'ici 2024. Voilà. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Nous l'espérons aussi. Je vous remercie pour votre participation. Je Merci. rappelle tout à chacun que nous allons continuer. Vous avez reçu le programme parce que Autisme en Action reprend ses activités. Au mois d'octobre, nous avons nos ateliers d'habilité sociale et maintenant, il y a une antenne dans le Brabant wallon, donc et à Bruxelles et dans le Brabant wallon. Nous avons nos ateliers d'art, de peinture, d'écriture, ateliers théâtre. Nous avons nos groupes de soutien de parents et de rencontres. Nous avons aussi les formations qui vont commencer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre de ces soit ateliers, animation ou autres. Bien sûr, les apérotistes reprennent et les groupes de parole Aspigirl aussi. Merci pour votre présence. J'invite tout à chacun à venir nous contacter et aussi à solliciter, à mobiliser les personnes autour d'elles, toutes les personnes qui sont concernées par l'autisme, que ce soit les familles, les fratries, les enfants et autres, et à vraiment participer à cette enquête parce que la finalité de ça dépend aussi beaucoup de notre investissement à chacun. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour le prochain volet de ce triptyque. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au Bonne revoir. soirée. Bien, bonne soirée. Au revoir. Au revoir et bonne soirée.